Shalom, bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midrash et Touda Manitou, on continue de parler des pirates avec Georges Spira. Bechavod. Voilà, alors je n'ai pas d'annonce à faire ce soir, sinon que de me joindre à ce que vient de nous dire Johan. Mais je crois que ce n'est pas nécessaire de vous le rappeler. Tout le monde fait tout ce qu'il peut, tout le monde participe chacun à son niveau. On espère que d'autres otages vont rentrer et on espère aussi que nous aurons un gouvernement suffisamment fort pour résister aux pressions et continuer à faire le travail qu'il avait prévu de faire, c'est-à-dire éradiquer ces barbares qui sont des gens inacceptables dans notre environnement immédiat. Voilà, et donc tout de suite, je vais faire un résumé un peu plus détaillé du dernier cours parce qu'un certain nombre de personnes me l'ont demandé qui n'ont pas pu y assister. Alors, je vous rappelle où nous en étions. En 1658 décède Cromwell. Cromwell qui a beaucoup soutenu les Juifs en Angleterre. Et Charles II, le roi d'Angleterre qui avait été exilé, revient en Angleterre, remonte sur le trône en mai 1660. Voilà. Alors c'est un roi, bien sûr, mais ruiné et qui gouverne un pays totalement endetté et ne sait pas comment s'en sortir. Ce qui n'empêche pas, 6 mois plus tard, Monsieur Thomas Violet est le premier lord de Londres de faire appel au roi pour faire expulser les quelques malheureux juifs qui vivent en Angleterre grâce à un petit peu des passe-droits, grâce à leur entre-gens et leur surface financière. On les tolère en Angleterre. Donc, ils veulent les faire expulser et ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour ça, jusqu'au point d'arriver à demander qu'ils soient emprisonnés, leur fortune confisquée, et demander à la juiverie internationale de payer une rançon à la couronne pour faire libérer les juifs. Alors là, c'en est trop. La veuve de Carjaval, nous en avons parlé il y a un bon moment, c'est ce personnage très haut en couleur, très puissant, et sa veuve intervient, elle demande audience au roi et elle obtient la protection des juifs, protection qui sera entérinée par une loi de la Chambre des communes, une loi suscitée par le roi Charles II lui-même. Alors pourquoi est-ce que le roi se comporte comme ça? Pour deux raisons. D'abord, c'est un homme tolérant, c'est un homme ouvert, tolérant, libéral, et ça c'est la première raison. La deuxième raison est beaucoup plus triviale, puisque tout simplement, il a besoin de l'argent des Juifs et il les sait très habiles dans le commerce et également prêt à prendre beaucoup de risques pour faire des investissements que les autres investisseurs non juifs n'osent pas prendre. Vous savez qu'armer des bateaux à l'époque, c'est quand même une affaire compliquée, dangereuse. Et voilà. Donc, il protège les Juifs. Un petit peu plus tard, ça va, je m'excuse une seconde, j'ai tout le temps un petit peu des problèmes, alors on va faire ça comme ça. Excusez-moi, ce soir c'est un peu perturbé. Voilà, ça marche mieux. Donc, au même moment, Carcérès, c'est l'ancien associé de Carjaval, reçoit le droit de faire du commerce à la Barbade, un droit qui lui est concédé par le roi d'Angleterre. Il est naturalisé et en même temps que lui, 19 juifs sont naturalisés. Ça, c'est très important parce que pour faire du commerce, il faut avoir la naturalisation anglaise. Donc, voilà des gens qui la reçoivent. En parallèle, notre histoire, elle est complexe. Abraham Cohen et Abraham Israël, alors ces deux personnages étaient en Jamaïque, ils étaient dans différentes régions du Nouveau Monde, ils sont passés par... ils ont fait libérer le Falcon, ils sont arrivés en Hollande, ils ont défendu en Hollande les Juifs de New York contre Peter Stuyvesant, tout ça nous l'avons vu. Voilà, alors ils décident d'aller en Angleterre puisqu'il y a un nouveau roi qui a l'air bien disposé et ils vont lui faire une proposition, ils rencontrent le roi et ils veulent obtenir le droit de rechercher une mine d'or en Jamaïque dont ils disent-ils, ils ont connaissance par des confidences que leur ont faites les Juifs, les Portugais, entre guillemets les Portugais,
donc des conversos qui habitent la Jamaïque depuis très longtemps. Alors, la Jamaïque, elle est anglaise depuis 1655. Cette perspective de mine d'or en Jamaïque fait rompre une promesse à Charles. Alors, en fait, tant qu'il était en exil, donc par roi, il avait promis aux Espagnols qu'une fois de retour sur le trône, et donc les Espagnols vont l'aider, une fois de retour sur le trône, il leur rendra la Jamaïque. Sauf que ça, c'était une promesse de Charles en exil. Maintenant qu'il est roi, les choses sont un peu différentes, il y a des perspectives de l'or, etc. Il rompt donc sa promesse avec les Espagnols et la Jamaïque reste anglaise. Voilà. Alors, le soutien aux deux Abraham est scellé par le roi Charles II et il remet comme preuve une chaîne en or qu'il portait au cou au fils d'Abraham, Israël. Et dans ce geste, il est soutenu par son ami intime, presque un demi-frère, si on veut, qui s'appelle Georges Villiers et qui est le fils du duc de Buckingham, qui avait été élevé à la cour avec Charles à la mort de son père. Bien. Mars 1663, arrive en Jamaïque, donc nos deux Abraham, Israël et Cohen, sauf que le maître du port, qui s'appelle William Beeston, qui est un antisémite, se méfie terriblement. Et il est suspicieux car ces juifs, ont le monopole du commerce du piment et du poivre de Jamaïque. Or, c'est faux. Ils n'ont ce monopole qu'une fois qu'ils auront découvert les mines d'or. Après, effectivement, ils ont ce monopole. Mais pour le moment, ils ne l'ont pas. En mai 1664, donc un an plus tard, les deux Abraham, ils échouent à trouver cette fameuse mine d'or qui est un véritable mythe dans l'histoire de la Jamaïque. Ils perdent tout le soutien de Charles II. Ils sont bannis de Jamaïque, sauf que entre le moment où le roi prend une décision et le moment où elle est connue en Jamaïque, il se passe au moins 2 mois, le temps du voyage. Or, entre-temps, nos deux zigotos sont déjà partis. Ils sont repartis vers la Hollande. Ils n'ont pas trouvé d'or. C'est pour ça que leurs prérogatives leur sont supprimées. Par contre, ils ont laissé un échantillon de minerai et des instructions pour trouver cette fameuse mine. Bien. Et puis, nous avons parlé après de l'âge de la piraterie. Alors, un petit retour en arrière. En 1655, l'Angleterre conquiert la Jamaïque, suivi de 10 années de catastrophes, de mortalité très élevée due d'une part à la famine, parce qu'il n'y a pas de récolte, et d'autre part à des épidémies extrêmement violentes. Alors, pour pallier à cette mortalité, plusieurs plans de repeuplement de l'île sont avancés. Ils échouent tous les uns après les autres. Je ne vous refais pas le détail des plans. Jusqu'en 1657, où les 250 premiers boucaniers arrivent à la Jamaïque en provenance de l'île de la Tortue. Ils arrivent à Port-Royal. Port-Royal, je vous avais bien décrit ce que c'est. Ce qu'on appelle la Jamaïque à l'époque, ça n'est jamais qu'un appendice de l'île de la Jamaïque, une presqu'île assez longue, très étroite, qui a l'avantage, en bout de presqu'île, d'être en eau profonde, donc de pouvoir recevoir les plus gros bateaux. Et tout le long de cette presqu'île peuvent s'amarrer des dizaines de bateaux. Le reste de la Jamaïque n'est pas exploité pour le moment. Il faut dire que la Jamaïque est une île très montagneuse et nous verrons que le début de la colonisation se fera uniquement sur la vallée au bas de ces montagnes, entre les montagnes et la mer. Donc une vallée qui tourne tout autour de l'île, la montagne étant inutilisable. Voilà, donc ça c'est les 250 premiers boucaniers. Alors ces boucaniers se gèrent eux-mêmes, ils attaquent qui ils ont envie d'attaquer, ils font exactement ce qu'ils veulent. Là-dessus arrive en 1659 un vieux loup de mer, un bonhomme qui a commencé comme mousse et qui sait ce que c'est que la marine et ce que sont les marins et les boucaniers. Il s'appelle Christopher Mings et il unifie tout le monde et propose aux boucaniers d'attaquer les villes plutôt que des bateaux. Alors pourquoi?
parce que la loi de la piraterie ou des actes corsaires veut que le roi reçoive une part de butin, du butin pris sur les bateaux, mais pas du butin pris dans des villes, pas du butin pris sur terre. Donc, s'ils attaquent des villes, l'intégralité du butin sera pour eux. Très intéressant. La première opération est organisée contre 3 villes du continent. Un énorme butin est ramassé, des pièces de 8, comme on les appelle, c'est-à-dire des pesos, et tout est dépensé en ville. Voilà. Alors, les exploits de Minx attirent une véritable cour des miracles sur l'île de la Jamaïque, toutes sortes de marginaux qui viennent s'installer, et c'est le début de l'âge d'or de la piraterie qui sera développé par la suite par un monsieur qui au début n'est pas sœur, mais qui est simplement Henry Morgan. Nous en parlerons tout à l'heure. Août 1660, la Jamaïque n'étant pas restituée à l'Espagne, on commence la colonisation de l'île, c'est-à-dire vers l'intérieur des terres, ce que je viens de vous expliquer, cette bande cultivable tout autour de l'île et sans toucher à la montagne. Bien, donc il y a des plantations, il y a de la nourriture et les choses vont beaucoup mieux dans l'île. Savoir quand même qu'entre 1655 et 1660, sur 12 000 habitants de l'île de la Jamaïque, 9 000 sont morts. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Voilà. Alors, ça va mieux, il y a de quoi manger, il y a moins d'épidémies, il y a beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Port-Royal se développe, devient le QG des boucaniers. Alors, c'est un marché pour tous les produits qui sont pillés dans les villes ou même sur des bateaux. Il y a des chantiers navals, puisque je vous avais expliqué, on est en eau profonde. Et puis, il y a toutes sortes de lieux de plaisir pour nos boucaniers, qui sont tous des célibataires, évidemment, endurcis. Les Juifs espagnols conversos sont très bien reçus dans l'île de la Jamaïque et une fois arrivés là-bas, ils tombent le masque. Alors, il en vient de Hollande et d'Angleterre, ça c'est pas très important, mais il en vient énormément du Pérou, du Mexique, du Brésil, de Colombie, qui fuient l'Inquisition espagnole. N'oublions pas que ces terres sont espagnoles et nous avons vu que l'Inquisition sévit très sévèrement. Ces gens ont une connaissance inégalée de tout le commerce du Nouveau Monde. Et ils sont donc très intéressants pour la couronne. Ils connaissent le commerce licite ou illicite, ce qui est très fréquent. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'écho. Voilà. Alors, les boucaniers sont désignés corsaires du roi, ce qui leur donne donc une surface et une existence légale. Ils travaillent pour le roi d'Angleterre et le roi d'Espagne, il est furieux. Il menace gravement l'Angleterre et vont suivre 10 années de condamnation officielle des pirates par le roi Charles II. Il les condamne, mais il les soutient en catimini pour une bonne raison, c'est qu'ils touchent une part du butin. Donc, il y a une espèce de ping-pong. L'Espagne se plaint, l'Angleterre dit oui, vous avez raison, mais en sous-main, elle les soutient. Alors, il se passe une dizaine d'années comme ça, pendant lesquelles l'île se développe considérablement. Et l'Espagne n'est pas contente, d'autant plus que les boucaniers visent essentiellement des navires espagnols. D'autres aussi, mais peu. Surtout des Espagnols. Pourquoi? Ils sont très furieux contre les Espagnols. À cause de leurs tueurs de bœufs sauvages, ils ont perdu toute viabilité sur l'île de la Tortue, donc ils ont des comptes à régler. Je ne vous parle pas des conversos qui ont des comptes à régler avec l'Espagne également. Mais je ne sais pas. Est-ce que le son est bon? Est-ce que ça va? Moi, je ne vois rien. Je travaille à l'aveugle, là. J'ai l'impression qu'il y a de l'écho, mais je ne suis pas sûr. Bon, vous me direz s'il y a un problème. Voilà. Alors, en mars 1663, Abraham Cohen Enriquez revient pour une année. Nous verrons ça tout à l'heure, et je crois qu'on en a d'ailleurs déjà parlé.
Alors, les produits qu'on pille sur les bateaux et dans les villes, surtout, font la richesse, évidemment, des commerçants. Et on voit apparaître en Jamaïque de très, très belles demeures qui sont meublées par les meubles, les lampes, les cristaux, l'argenterie volée sur les bateaux, volée dans les villes. Et nous avons de magnifiques demeures qui se développent en Jamaïque. Abraham Enriquez repart au bout d'un an avec deux personnes dont nous avons déjà parlé, qui sont des conversos également, Duarte da Costa et Francisco Carjaval. Francisco Carjaval n'a rien à voir avec le Carjaval anglais. Mais ces deux hommes avaient négocié avec l'Angleterre la reddition des Espagnols lors de la prise de la Jamaïque. Et ils avaient obtenu le droit pour les conversos, pour les Portugais, de rester en Jamaïque. Par contre, obligation pour les hidalgos espagnols de partir vers le Mexique. Il va y avoir plein d'histoires puisqu'ils ne vont pas le faire, mais ils vont être battus. Bien. Donc, tout ce beau monde repart et on trouve à Port-Royal une rue juive, une synagogue. On y trouve beaucoup de noms séfarades et pour cause. Et puis, les chrétiens réclament comme toujours le départ des Juifs qui leur font une concurrence terrible. Sauf que, officiellement, il y a très très peu de Juifs en Jamaïque. Officiellement, il y en a 96. Pourquoi? Parce que pour faire du commerce, il faut être anglais. Or, ils ne sont pas anglais. Donc, ils sont là de manière semi-clandestine et font ce qu'on appelle le commerce silencieux vers les pays espagnols. Seuls les Juifs naturalisés, ils sont 19, nous l'avons vu tout à l'heure, peuvent commercer. Ce commerce silencieux, je vous réexpliquais tout à l'heure ce que c'est. Alors, Port-Royal se développe tellement bien que ça devient une ville excessivement chère. Les salaires sont 3 fois plus élevés qu'en Angleterre et le prix d'une maison à Port-Royal est le même que le prix d'une maison au centre de Londres. On croit rêver quand on entend ça, tellement loin, tellement perdu, et les prix sont tellement élevés parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. On est sur cette presqu'île et donc les prix sont élevés. Voilà. Alors, le butin est partagé selon la tradition et les boucaniers sont des gens qui n'ont pas de règle de vie. Ils repartent en mer une fois qu'ils ont claqué tout leur argent, jusqu'au dernier sou. Et ce sont des anarchistes, des gens sans contrainte, qui ont tous à passer en Europe, mais pour lesquels la Jamaïque est devenue une nouvelle patrie. Alors, ils sont tellement sans contrainte qu'on a besoin de 2 prisons à Port-Royal, une pour les femmes qui sont de véritables furies quand elles sont fâchées, et une pour les hommes qui, parfois, ne sont pas tout à fait calmes et tendres. Voilà le résumé du dernier cours. Ça nous a déjà pris pas mal de temps avec ce qu'on a perdu au début. On va essayer d'avancer quand même un peu. Je vais vous parler ce soir de quelques figures très pittoresques de cette époque-là. Et on va commencer par un juif qui s'appelle Barthélemy ou Balthazar le Portugais. Alors, il y a beaucoup de personnages qu'on a déjà rencontrés qui réapparaissent maintenant dans notre histoire à Port-Royal au moment dont je vous parle, c'est-à-dire milieu du XVIIe siècle. On voit Moïse Henry Cohen Enriquez, qui a été naturalisé, donc il est anglais, lui, par Henry Morgan. Et il vit à la Jamaïque avec sa femme, Esther. On y trouve Campeo Sabada. Campeo Sabada, c'est un juif aussi qui a été le pilote des bateaux de l'Armada lors de l'invasion de la Jamaïque par les Anglais. Il est naturalisé également. On a Abraham Lucena avec ses amis Jacob Cohen et Isaac Israël. Alors ces deux-là, Jacob Cohen et Isaac Israël, c'est eux qui s'étaient opposés violemment à Peter Stuyvesant à New York et ça a entraîné toute la suite que vous connaissez. Et puis, il y a Barthélemy ou Balthazar le Portugais. Alors c'est vraiment une figure du folklore boucanier.
Il a été expulsé de Jamaïque parce que dans une première tentative anglaise en 1642, il avait aidé à l'invasion de la Jamaïque, donc il a été expulsé de Jamaïque. Après, il est devenu un pirate à plein temps, basé la plupart du temps sur l'île de la Tortue. Et son histoire nous est relatée par un contemporain qui s'appelle Alexandre Olivier Exquebelin, pas la peine de retenir le nom, c'est un gars qui nous raconte l'histoire des boucaniers. Alors qu'en 1666, notre ami Balthazar arme une petite barque, pas très très grande, en Jamaïque. Sur cette barque embarquent 30 hommes et 4 canons. Et puis il sort du port, direction le cap de Corinthe. Et en route, il aperçoit un très beau bateau. C'est un navire espagnol, donc il part à l'abordage et s'empare du bateau. Très bien. Sauf que 3 autres bateaux de cette petite armada le prennent en chasse. Il est fait prisonnier avec tout son équipage et le butin est mené à la ville de Campeche au Mexique. Manque de chance, à Campeche, il y a un marchand qui le reconnaît et qui réclame pour le remettre à la justice, disant que cet homme tout seul a fait plus de mal aux Espagnols que tous les autres réunis. Il est mal parti. Donc on l'arrête, fer aux pieds et aux mains, c'est important les fers, vous allez voir, et on le laisse sur un bateau en rade de Campeche avec un gardien pour le surveiller. Et puis on lui fait comprendre que le gouvernement est décidé à le faire pendre. Pas terrible comme perspective. Alors il arrive à tuer son gardien. Imaginez-vous un peu ce bonhomme. Il a des fers aux pieds et aux mains. Il arrive à tuer son gardien. Il trouve 2 potiches en terre cuite, je pense, qu'il bouche et les attache autour de son corps avec des cordes bien serrées contre les flancs. Et il se laisse glisser le long de la chaîne de l'ancre dans l'eau et il se laisse couler dans l'eau et puis il nage jusqu'à la terre ferme et se cache dans les bois. Donc ces 2 potiches en terre cuite lui ont servi de bouée au fond. Et il se cache sur la terre ferme. Et puis, pour ne pas être repéré, il marche dans le lit d'une rivière et va rester caché 3 jours et 3 nuits dans l'eau par peur des chiens et par peur qu'on retrouve sa trace. Et puis finalement, il arrive à se débarrasser de tout ça, il veut rejoindre le golfe de Trift en marchant, sauf que, faut qu'il marche toute la nuit, il y a un problème. Arrivé là-bas, il faut passer 3 bras de rivière qui sont infestés de crocodiles. Je n'invente pas, hein, ce n'est pas un roman, c'est une histoire vraie, mais c'est absolument hallucinant. Alors comment qu'on va faire? Il a de la chance. En cours de route, il rencontre des aventuriers qu'il connaissait, c'est un petit monde, vous savez, et il leur emprunte un canot et avec une douzaine d'hommes, il longe doucement la côte. Et vers minuit, il aperçoit un bateau. Alors, comme il parle espagnol, on a toujours le problème des langues. La sentinelle l'interpelle, qui va là, il dit « Oh, hey, t'excites pas, j'apporte des marchandises pour ne pas payer d'impôts. » Alors, le garde, il se dit qu'il va avoir une part de gâteau aussi. Vous savez, tous les prébenques, ça existe aujourd'hui, ça existait à l'époque aussi. Donc, il les fait monter à bord, il le tue, maîtrise les autres marins et s'enfuit avec ce bateau qui est chargé de cacao. Donc, une très belle cargaison, mais pas de chance. Le mauvais temps s'en mêle, le bateau se fracasse sur les rochers et Barthélemy va finir par s'en sortir avec un canot. Et Exquebelin, mais je vais m'arrêter là, raconte encore plein d'autres aventures de cet homme vraiment hors norme, qui a eu plusieurs vies, comme les chats, il doit avoir 7 vies, et qui s'est sorti de toutes sortes de tracas pendant sa vie de flibustier, de pirate, etc. Autre personnage dont on a déjà parlé, évidemment, qui s'appelle Abraham Cohen Enriquez. Lui, on en a déjà parlé souvent. On a dit qu'il avait roulé le roi d'Angleterre avec son histoire de mine d'or.
et qu'en fait, ce qui l'intéressait, c'était le commerce. Mais ce que je vous ai dit avant, d'après le contrat avec le roi, ses exclusivités de commerce ne lui sont attribuées que s'il a trouvé la mine d'or. Donc, il ne peut pas faire de commerce. Donc, cette accusation de Beeston était fausse. Pourtant, en 1671, il achète, c'est pas rien, 840 hectares de terres fertiles dans une vallée considérée de nos jours comme une des vallées les plus riches en or aujourd'hui. Ce n'est pas une mine d'or, mais il y a dans les rivières, etc., des pépites. Voilà. Alors, Beeston, le maître du port, qui devient gouverneur, a montré qu'il était très méfiant à l'égard de Cohen et il travaille pas tellement pour la couronne, en fait. Il travaille pour son propre intérêt parce que lui aussi est un marchand. Et il craint la concurrence de Abraham Cohen Henriquez. En plus de ça, comme il est anti-juif, il a tout en main pour essayer de lui faire du tort. Il fait tout pour obtenir l'expulsion des Juifs et il finira par saisir un bateau. Nous verrons tout à l'heure qu'il sera désapprouvé pour la saisie de ce bateau. Alors les Juifs se défendent et pourtant, encore en 1702, on a des relations sur les tentatives du Conseil du gouvernement d'obtenir toutes sortes d'interdictions contre les Juifs, mais ça ne marche pas. Il dit qu'ils mentent sur leur traitement inégal, il demande même leur incarcération, elle est refusée, il demande une amende qui est refusée également par le roi. Par contre, le roi ne leur accorde pas le droit de vote. Abraham Cohen, lui, est expulsé en 1664 pour n'avoir, nous l'avons vu, pas trouvé la mine d'or, mais on va le mentionner une dernière fois en 1675 à Port-Royal, d'après toutes sortes de documents qui sont aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de Londres. Ce qu'il y a fait pendant une année, on ne sait pas exactement. Il est arrivé en 74, il est reparti en 75, mais on ne sait pas pourquoi. Ça, c'est la fin de l'histoire d'Abraham Cohen Henriquez. Sa fin de vie, on ne la connaît pas. En 1664, Beeston, qui vraiment chauffe un petit peu les oreilles du roi d'Angleterre, est destitué et arrive un nouveau gouverneur qui s'appelle Sir Thomas Modiford. Retenez le nom parce qu'on va le retrouver plusieurs fois. Sir Thomas Modiford. Alors, il arrive 2 mois après le départ d'Abraham Cohen et il est chargé, entre autres, d'enseigner aux flibustiers à planter et raffiner le sucre, puisque c'est vraiment une culture d'avenir dans l'île. Lui aussi est très favorable à l'immigration juive, et voilà ce qu'il en dit. Les Juifs sont les fournisseurs de tous les produits à des prix très concurrentiels, et ils font crédit de plus 2 ans, ce qui améliore la situation des planteurs qui sont pauvres. Donc voilà, crédit, les marchandises pas trop chères, il soutient donc l'immigration des Juifs. C'est pendant la gouvernance de Modiford que la piraterie va vivre ses plus beaux jours, sous la houlette de Modiford et de Henry Morgan. Henry Morgan, qui est un grand pirate, un grand voyou aussi. Alors lui, il commence déjà par une chose, raquettes et rançons pour obliger les Espagnols à rendre toutes les richesses qu'ils possèdent en utilisant contre eux, c'est ça ce qui est intéressant, le point à soulever, Morgan est protestant. Il utilise contre eux les méthodes de l'Inquisition pour leur montrer qu'est-ce que font les catholiques et l'Inquisition contre les non-catholiques, qu'ils soient juifs ou protestants. Il va donc utiliser la torture, tous les moyens de l'Inquisition pour arracher les richesses des Espagnols, en tout cas pour une partie d'entre elles.
Alors, Morgan, il est protégé par Bodiford. Et il a également l'appui des Juifs de Port-Royal. Là, c'est facile à comprendre, tout simplement, parce qu'ils s'en prennent aux Espagnols. En 4 ans, il pille 18 cités, 18, 4 villes, 35 villages et une centaine de bateaux. C'est pas mal en 4 ans. C'est pas mal. Alors, qui est ce personnage? Je vous le raconte tout de suite. Excusez-moi. Henry Morgan, c'est le fils d'un châtelain, un homme aventureux. Il est né en 1635 au Pays de Galles. Et très jeune, il est kidnappé et vendu comme esclave. Et il finira par s'échapper de l'esclavage. Entre parenthèses, je vous souligne là qu'il traite d'esclaves, oui, noirs, bien sûr, essentiellement, mais pas que. On vend des blancs, on vend des chrétiens, on vend des juifs comme esclaves. Alors, il s'enrôle dans l'armée de l'amiral Minx et donc affranchi à ce moment-là. Et il va commencer sa carrière en combattant les tueurs de bœufs sauvages d'Hispaniola, là d'où viennent les fameux boucaniers. Et puis, il va combattre également les rebelles Hidalgo de Issassi en Jamaïque. Nous avons déjà parlé de Issassi. Quand les Anglais fichent les Hidalgo à la porte, en disant allez au Mexique, ils se réfugient dans la montagne, la semi-montagne, dans des grandes plantations, et entreprennent une rébellion contre la présence anglaise. Donc, il va les combattre et leur chef s'appelle Issassi. Plus tard, Henry Morgan sera anobli, et vous allez voir, c'est quand même curieux qu'il soit anobli, parce que sa carrière n'est quand même pas triste. Alors, il est l'un des capitaines les plus respectés en Jamaïque et aux Caraïbes. Et pour vous le décrire, c'est un homme expérimenté, là-dessus il n'y a pas de doute, brillant stratège, un combattant valeureux et courageux, mais en contrepartie aussi, il est très violent, il est cruel et il n'a aucun scrupule. En fait, c'est un brigand. En face de lui, le gouverneur, Modiford. C'est l'opposé. Modiford est un homme extrêmement fin et élégant, cultivé, populaire, alors que Morgan est un débauché, orgueilleux, buveur de rhum, fréquentant les tavernes avec ses compagnons et noceur. Eh bien, figurez-vous que ces hommes, qui sont l'antithèse l'un de l'autre, Modiford et Morgan, s'entendront très, très bien. Et ça, c'est intéressant, et ça va durer très longtemps. Nous verrons à la fin comment l'un va secourir l'autre. Les deux sont ambitieux, rusés. Morgan est un capitaine qui est prêt à tout, notamment pour prendre une cité. Quand je dis tout, c'est tout. Massacre des prêtres et des soldats, viol des nonnes, ça nous rappelle des périodes contemporaines ici. Torture, église brûlée, tout est bon. C'est un homme sauvage, vraiment sauvage. Alors, Modiford, il faut qu'il rende un petit peu des comptes aussi au roi Charles, et il explique que ces raids sont absolument indispensables pour défendre la Jamaïque. Alors, il reçoit une nouvelle mission comme gouverneur, rappeler les boucaniers à l'ordre. Parce que quand même, l'Espagne, elle commence à rouspéter beaucoup. Sauf que quand il reçoit cet ordre, Morgan est en expédition et à son retour, il revient avec 8 bateaux espagnols chargés de richesses. Alors, évidemment, les scrupules de M. Bodiford vont vite tomber parce qu'il reçoit une part du butin et surtout, il est arrivé quelque chose à Bodiford, c'est que son fils vient d'être capturé par les Espagnols, torturé et vendu comme esclave dans les mers du Sud. Et il cherche évidemment à retrouver son fils et il en veut à mort aux Espagnols. C'est facile à comprendre. Alors il défend les pirates
et dit qu'il faut continuer à attaquer l'Espagne jusqu'à ce que les Espagnols reconnaissent la souveraineté anglaise en Jamaïque. Ce qui adviendra d'ailleurs un peu plus tard. Nous allons voir ça tout à l'heure. Bodiford est un fin politicien et dans ses échanges de lettres avec le roi, il ne parle jamais de butin ou de vengeance personnelle. Non, 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 non. Il parle uniquement de protection contre la menace d'invasion espagnole. Le gouverneur, cela dit, avec 10% du butin à son profit, deviendra l'un des hommes les plus riches de tout l'Empire britannique à l'époque. Donc, ce n'est pas rien. Le commerce qui passe, dont il touche 10% des bénéfices, en fait un des hommes les plus riches de tout l'Empire. C'est vous dire l'importance aussi de ce commerce, officiel ou officieux, et qui rapporte beaucoup d'argent. C'est un potentat local. Évidemment, il rend compte à son roi, seulement le roi, il est à 10 000 km. Et ces 10 000 km, on ne les couvre pas avec un Boeing 747, mais dans une caravelle qui peut mettre 3 mois à arriver à Londres. Et donc, les ordres du roi aussi mettent du temps à parvenir. Le roi d'Angleterre est très embêté avec les Espagnols parce qu'ils rouspètent. Et il dit au roi d'Espagne, mais vous savez, Morgane ne m'obéit pas. Et il essaye de biaiser parce que le roi aussi touche sa part de butin. Donc, il n'a pas du tout envie que ça s'arrête. Alors, Philippe d'Espagne, il réagit parce qu'il commence à bien faire et il envoie une armada. Morgane, le pirate, dit qu'il faut absolument se battre parce qu'il y a des risques d'invasion de la Jamaïque. Alors, Bodiford le calme, il arrive à contenir sa fureur, sauf qu'en 1670, les Espagnols font une grande erreur. Ils font un raid sur l'ouest de l'île de la Jamaïque, une partie qui est peu défendue. Ce sont des terres là-bas, il n'y a pas de port. Ils dévastent plusieurs fermes sur le littoral de la Jamaïque et ils laissent une lettre poignardée sur un tronc d'arbre avec les salutations du capitaine Manuel Rivera Pardal à l'amiral Henry Morgan. Là, ils sont furieux, je peux vous dire. Qu'on attaque des terres, des fermes, et en plus qu'on se moque d'eux, ça passe très très mal. Tout le monde se révolte, tout le monde. Les boucaniers, les marchands, les négociants, les cabaretiers, même les prostituées sont fous de rage. Alors, le gouverneur parle d'agression de Madrid et il donne à Morgan le commandement de tous les bateaux de l'île, de tous les bateaux de guerre en tout cas, afin de détruire tous les vaisseaux ennemis. Il a tout pouvoir pour débarquer en pays ennemi pour assurer la tranquillité de l'île. Et le butin, évidemment, sera partagé comme à l'habitude. Alors, vous allez me dire, c'est sympathique ce que je vous raconte, c'est rigolo, c'est vivant. Mais où sont les Juifs là-dedans? Mais les Juifs là-dedans, ils ne sont pas dans l'histoire et ils sous-tendent toutes ces histoires et toutes ces agressions contre les Espagnols. Je vous explique ça dans un tout petit moment. Ils sont là en permanence, mais voilés, cachés, silencieux et très opérants. Alors, Morgan, il se fixe une première cible, et c'est pas n'importe quoi, c'est Panama. Panama est extrêmement riche et les habitants ne s'occupent absolument pas d'assurer leur protection parce que la géographie de Panama est très complexe. La ville est située au-delà d'une chaîne de montagnes. À l'époque, il n'y a pas de canal de Panama, ce sera 200 ans plus tard. Et donc, il faut passer une chaîne de montagnes. C'est très compliqué. Mais ça n'effraie pas Morgan. Donc, la ville n'est pas protégée. C'est la plus grande réserve d'or et d'argent du Nouveau Monde, précisément parce que la ville est naturellement protégée. C'est le lieu d'échange entre les marchandises d'Espagne contre de l'or et de l'argent.
Et voilà, donc c'est une grosse affaire. Simplement, l'attaque de Panama risque de trouver le désaveu du roi Charles II. Alors du coup, Modiford, il s'assure du soutien politique de son allié. Tous les soutiens, vous savez, sont moyennant finances sonnantes et trébuchantes, évidemment. Mais son allié, Lord Ashley, or Lord Ashley est le confident du roi, et il lui affirme à Lord Ashley qu'il ne fait que se défendre contre les Espagnols qui l'ont attaqué en premier. Et Lord Ashley diffuse ça auprès du roi, et il dit aussi, par le truchement de Lord Ashley, qu'il craint plus la révolte de ses sujets en Jamaïque, parce qu'ils sont fous furieux contre les Espagnols. Il craint plus la révolte de ses sujets que l'armée espagnole. C'est dire que les gens de l'île sont furieux de ce qui s'est passé. Or, il se trouve que, au même moment, il y a une signature d'un accord de paix entre Charles II et Philippe d'Espagne, qu'on appelle le traité de paix de Madrid de 1670. Lequel traité de paix reconnaît ce que je vous ai dit tout à l'heure, les possessions anglaises, donc tout ce que l'Angleterre occupe, y compris la Jamaïque, sont reconnus comme possessions anglaises, et en contrepartie, l'Angleterre s'engage à mettre les boucaniers hors la loi. Mais le temps d'avertir le gouvernement, ben Morgan, il est déjà parti vers Panama. Et alors le gouverneur écrit, j'ai envoyé un bateau pour le rattraper, mais il ne l'a pas trouvé. Vous savez, la mer, elle est grande, l'océan est très grand, il ne l'a pas trouvé, et Morgan attaque Panama. C'est le moment où Abraham Cohen débarque en Jamaïque clandestinement. Pourquoi? Parce qu'il est toujours banni de Jamaïque. Sauf que le gouverneur Modiford n'est pas au courant, et Abraham Cohen vient délimiter les 850 hectares de terre qu'il a achetés un moment auparavant. Et il signe avec Modiford un acte de vente. Or, toute cette histoire-là n'est pas valable. L'acte de vente n'est pas valable parce que Cohen est banni, toujours banni, Modiford ne le sait pas, et d'un autre côté, Modiford ne le sait pas encore, est déjà démis de ses fonctions de gouverneur pour avoir agi contre les ordres du roi d'Angleterre, être coupable d'actes hostiles contre le roi d'Espagne, le bon ami catholique du roi d'Angleterre. Donc voilà, Modiford, il va finir en prison. Hein. Et il a désobéi. Il a désobéi, oui, mais enfin, les ordres sont arrivés en retard. Enfin bref, tout le monde finasse là-dedans. Mais là, Charles, il vient de signer ce traité de paix et il faut quand même qu'il l'honore dans une certaine mesure. Il va d'ailleurs faire. Voilà. Alors, le sac de Panama, parce qu'il va avoir lieu, le sac de Panama par Morgan, il emmène ses troupes passer la montagne. Et ce sac est une catastrophe pour l'Espagne. Parce que c'est énormément d'argent et d'or qui sont volés et ramenés en Jamaïque. Là-dessus est nommé un nouveau gouverneur, puisque Modiford, il est démis, un nouveau gouverneur de la Jamaïque qui s'appelle Sir Thomas Lynch. Sir Thomas Lynch, un nom à retenir aussi, un planteur de Jamaïque, d'ailleurs, qui est très riche, qui vit à Londres, mais qui est riche de sa plantation, mais surtout, c'est un très grand négociant d'esclaves noirs. Alors, sa première mission, dont il a été chargé, est d'arrêter l'ancien gouverneur Modiford et de le ramener en Europe. Alors, il est prudent, parce que Modiford est très, très populaire, et donc il l'invite sur un bateau, et il dit que c'est pour apaiser l'Espagne, pour qu'il nous fiche un peu la paix, mais que sa vie et sa fortune ne sont pas menacées, ce qui n'est absolument pas le cas d'ailleurs. Les deux hommes se connaissaient déjà, mais ils avaient un désaccord fondamental, et là c'est important ce que je vous raconte, sur la conduite avec qu'il fallait tenir avec les boucaniers. Lynch possède la plus grande plantation sucrière de l'île de la Jamaïque.
et il est agent de la Royal African Company. Royal African Company travaille avec le bois d'ébène. Qu'est-ce que c'est que le bois d'ébène? C'est tout simplement les esclaves. Et on gagne beaucoup, beaucoup d'argent avec les esclaves. Je vous rappelle que les Juifs ne sont plus du tout dans ce circuit du commerce d'esclaves. Absolument plus. Bien. Alors, il veut la paix avec l'Espagne, Lynch, parce que les pays espagnols, les colonies espagnoles, sont un immense débouché pour la vente d'esclaves. Et sa venue en Jamaïque en 1671 signe le début de querelles, pour le moins, ou de lutte entre les factions des planteurs qui veulent des esclaves et les colons qui sont favorables aux boucaniers. En fait, agriculture et flibuste ne sont pas compatibles. Ce sont des marchés totalement différents. L'agriculture va permettre de nouer des relations officielles avec l'Espagne, pas tout à fait, nous allons le voir, alors que la flibuste, c'est juste le contraire. Alors Lynch, il n'est pas stupide, hein, vous allez voir. Il envoie des émissaires dans les ports espagnols avec des drapeaux blancs et pour leur dire qu'il lutte contre les flibustiers et qu'il veut engager un commerce honnête avec tous les ports et toutes les dépendances espagnoles de l'Empire espagnol. Les Espagnols refusent catégoriquement. Catégoriquement. Il n'est pas question de faire du commerce avec l'Angleterre. Il y a des engagements de ne pas commercer avec l'Angleterre et la réciproque aussi, nous l'avons vu tout à l'heure. Arrive une lettre de Charles II qui demande l'arrestation de Henry Morgan, le chef des flibustiers. Alors, Lynch, qui vient d'essuyer un refus espagnol, écrit que renvoyer Morgan équivaut à laisser la Jamaïque sans aucune défense, alors que des informateurs lui indiquent que l'Espagne arme 5000 combattants et 36 bateaux, aidés en cela par l'Église, pour envahir la Jamaïque. Qui sont les informateurs? Les informateurs, ce sont des Portugais de Jamaïque. Et comment est-ce qu'ils savent ça, les Portugais de Jamaïque? Parce qu'ils ont des cousins au Mexique, à Panama, au Pérou, partout. Des autres conversos qui ne sont pas dévoilés, qui ne sont pas connus peut-être de l'Inquisition, et qui les informent. Il y a là un réseau de Juifs cachés à travers tout le Nouveau Monde qui s'informent les uns les autres parce qu'ils ont tous le même problème, échapper à l'Inquisition et s'en prendre aux Espagnols qui leur ont fait tellement de mal. Donc, c'est eux qui ont les informations et elles sont fiables. Ces Portugais de Jamaïque entretiennent un commerce en sous-main avec l'Espagnol, d'où leurs informations, parce qu'ils ont des correspondants. Et là-dessus, Lynch prend la défense des Juifs après une nouvelle pétition au roi de marchands anglais qui demandent leur expulsion. Donc voilà, il va être attaqué, il ne veut pas arrêter Morgan, il est très bien informé par cet extraordinaire réseau discret, silencieux de conversos émaillés, dispersés dans tout le Nouveau Monde. Et devant la demande des marchands chrétiens d'expulser les Juifs, voilà ce qu'il écrit au roi. Les Juifs sont les meilleurs sujets sur lesquels l'Angleterre peut compter pour asseoir sa réputation, la réputation de l'île et accroître ses richesses. Leurs réseaux sont efficaces. Ils sont les seuls à oser des investissements risqués. Tous ces arguments, nous les avons déjà entendus. Ils sont les seuls à oser des investissements risqués pour conquérir un marché. La fin est intéressante. Ils ne sont pas assez nombreux pour nous supplanter
et ce ne serait pas leur intérêt de nous trahir. Il a parfaitement compris le but des conversos, c'est d'échapper à l'Espagne. Donc, ils ne vont pas aider les ennemis de l'Angleterre. Les choses sont claires. Ce n'est pas du tout leur intérêt. Il y a quand même un recensement qui a été effectué des Juifs de l'île et seuls 16 Juifs ont une patente de naturalisation, donc sont en mesure de faire du commerce. Et mais combien est-ce qu'il y a d'illégaux? On ne le sait pas exactement. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il y a des tensions avec les marchands. C'est à ce moment-là d'ailleurs que Beeston a saisi un bateau juif qui arrivait de New York pour la bonne raison qu'il naviguait sans licence, commerce silencieux, effectivement. C'est au même moment qu'Abraham Cohen rentre à Amsterdam et que tout se recoupe un petit peu. Et il rentre après avoir délimité sa propriété, ça nous l'avons vu. Et il confie la gestion de sa propriété à son frère Moïse, qui est un protégé de Henry Morgan. On verra qu'il aura des problèmes avec son frère. Pendant l'année de l'absence de Abraham Cohen, écoutez ça, sa femme Rebecca, qui est née Palache, c'était une nièce ou une petite nièce de Samuel Palache, le premier pirate, rabbin pirate des Caraïbes. On a longtemps parlé de lui. Donc sa femme a annoncé son décès et avait fait le tour des débiteurs. Vous savez, à l'époque, les gens devaient, il y avait des reconnaissances de dettes pour récupérer l'argent qu'on devait à son mari. En fait, c'était un subterfuge parce que n'oubliez pas qu'Abraham Cohen était interdit de séjour en Jamaïque. Donc cette annonce couvrait son voyage vers la Jamaïque qui devait rester secret. Il n'est pas parti d'Amsterdam directement en Jamaïque, donc ça c'est très 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 dangereux. Il est parti pour Salé, Salé au Maroc. Je ne sais pas si vous voyez le tour. Parce qu'à Salé, il avait beaucoup d'associés. Et lui-même et la famille de son épouse étaient déjà bien installés, avaient une maison à Salé, un pied-à-terre. Et ça c'est très intéressant, parce que ces gens qui naviguaient dans le monde entier agissaient avec un impératif fondamental qui est l'impératif de survie en diaspora. C'est ce que notre pays aujourd'hui nous offre, une sécurité, puisque nous avons notre pays. À l'époque, il faut se battre, être imaginatif pour assurer sa survie en diaspora. Et c'est ce qu'ils faisaient, en ayant des points de chute à droite, à gauche, dans la mesure évidemment où ils en avaient les moyens. Alors, je reviens à notre Lynch, quand il est allé avec son drapeau blanc voir les Espagnols, il n'est pas idiot, il n'est pas naïf, il s'attendait à une réponse négative des Espagnols. Et il avait pris contact avec des marchands locaux, des marchands espagnols, des marchands conversos en fait, en cas de refus espagnol. Les noms de ces marchands, il les connaissait grâce à ces espions portugais de Jamaïque. Comment est-ce que les Portugais de Jamaïque connaissent les noms des marchands au Mexique ou au Pérou? Par la famille, par les cousins, par ce réseau, ce maillage de conversos dans le monde. Et tous ces gens pratiquaient donc le commerce silencieux. Les juifs locaux, les conversos cachés, contre un paiement de 10 à 15% la valeur des marchandises, veillaient sur les cargaisons, informaient les marchands de part et d'autre et surveillaient le chargement et le déchargement clandestin des marchandises. Ce n'est pas très simple, hein, parce que des ports, il n'y en a pas des quantités, donc décharger ces marchandises clandestinement n'est pas très facile. Donc ça, c'est leur job. Voilà. En juin, encore 5 minutes, si vous me permettez. 5 minutes. On a pris 5 minutes de retard au départ, donc vous me les accordez. Juin 1672. Une nouvelle pétition des marchands anglais contre les marchands juifs. Ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas. Et alors là, les arguments des marchands chrétiens valent leur pesant de cacahuètes.
Je vais vous lire leurs lettres. Menacés par les nombreux juifs qui contreviennent aux lois, nous sommes particulièrement lésés parce qu'ils pratiquent des monopoles et forment des associations. On appelle ça aujourd'hui des joint ventures, des associations. Ils acquièrent des cargos entiers des produits les meilleurs, les plus recherchés, ce qu'ils peuvent se permettre, écoutez bien, vu leur mode de vie économe. La couronne ne tire aucun bénéfice car les produits viennent de Hollande et les bénéfices y retournent, flouant sa majesté et ses sujets. Alors, ils se plaignent d'avoir une concurrence qui est rude parce qu'ils ne sont pas capables. Et pourquoi les Juifs ont des moyens? Parce qu'ils ont un mode de vie économe. Les marchands chrétiens, ils ont des grands palais, tout ce que vous voulez, et puis du coup, il n'y a plus d'argent. Voilà leur plainte. Alors, Lynch conseille au roi de rejeter cette pétition. Il soutient les Juifs, et comme le roi a toujours besoin d'argent, évidemment, il rejette la pétition et il exige une politique libérale à l'égard des Juifs. Leur expérience dans l'import-export, leur réseau en Espagne et en Hollande, le premier marché de l'or, il ne faut pas oublier, rend leur présence vitale pour la Jamaïque et l'Angleterre. Ce sont les propos du roi. Résultat de cette pétition contre les Juifs, il faut encourager les Juifs à s'installer en Jamaïque, c'est raté. Hein. Le roi écrit également que la prise du bateau de ces Juifs de New York par Beeston est illégale, abusive. C'est à ce moment-là que Beeston sera renvoyé et il demande que son propriétaire, Rabah Kouti, reçoive la citoyenneté anglaise, qu'on lui rende son bateau et sa cargaison. C'est un sacré échec pour M. Beeston. Alors, en fait, grâce essentiellement aux Juifs, justement, à ce commerce silencieux, à ces réseaux, je vous ai raconté plein d'histoires, on ne voit pas les Juifs apparaître parce qu'ils sont cachés, diffus, connectés entre eux et d'autres gens se propulsent à l'avant. Mais c'est eux qui tirent finalement les ficelles de toute cette histoire-là. À des degrés plus ou moins importants, mais c'est eux, sans les Juifs, maillant tout le Nouveau Monde, tout ce commerce ne se serait pas fait. C'est là que c'est important. Et pourtant, j'en ai pas tellement parlé des Juifs, mais voilà, c'est discret. C'est grâce essentiellement aux Juifs qu'en 20 ans, entre 1656 et 1676, la Jamaïque va rapporter à l'Angleterre 4 millions de livres, qu'elle est devenue la plaque tournante du commerce des métaux précieux et que chaque année, plus d'or arrive de la Jamaïque dans les caisses du roi d'Angleterre que de toutes ses colonies réunies. Voilà. Alors, on s'arrête là pour ce soir et la prochaine fois, ce sera le dernier cours sur les Juifs de la Jamaïque, sur les pirates juifs de la Jamaïque. On va parler des pirates, pas de la Jamaïque. On parlera des pirates d'Amérique du Nord. Petite histoire, mais elle va avec nos histoires de Jamaïque. Et donc, on terminera cette histoire la prochaine fois. Après cela, on va commencer une histoire que vous connaissez tous, et je suis sûr que vous ne la connaissez pas. Tout le monde sait ce que sont les maranes. Qu'est-ce que c'était les maranes? Mais l'histoire des maranes, notamment et essentiellement au Portugal, on la connaît mal. Donc, c'est ce que je vais vous raconter à partir de pas la prochaine fois, la fois d'après. Encore une fois, tout le monde sait ce que c'est que des maranes. Toute cette histoire que je vous ai racontée sur la Jamaïque, ce sont des descendants de maranes, ou ce sont encore des maranes ou des conversos. Voilà, alors, désolé, ça c'est l'histoire maintenant, comme les Juifs, on les trouve partout, elle ne peut pas être chronologique.
On va revenir en arrière, bien en arrière, au XVe siècle, à la fin du XVe, et au XVIe surtout. Et je vais vous raconter cette histoire qui est assez dramatique, là pour le coup. Les pirates juifs de la Jamaïque, c'était souriant. Les marins, ça allait un petit peu moins. Donc voilà pour ce soir. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé. Si vous avez des questions et que j'arrive à les choper, ben c'est bien. Puis sinon, on se reverra la prochaine fois dans 15 jours. Voilà, si Johan est là, c'est bien. Voilà, une fois de plus, il n'est pas là. Vous pouvez ouvrir vos micros, alors j'entendrai. Il n'y a pas de questions? Bon, je vais voir si j'arrive à attraper Johan. Mais je viens de lui envoyer un message. Bon, mais si c'est comme ça, ce qu'on peut faire. Si vous ouvrez vos micros, on peut converser. Oui, vous écoutez? Ah, ça y est, on peut ouvrir le micro. Oui. Et Georges. Monsieur Ferrat, vous nous avez promis de nous parler des Juifs de Tunisie. L'histoire des Juifs de Tunisie. Ah, la Tunisie. Vous l'avez complètement escamoté. Ah, ça, c'est Abraham. Non, Non, Yitzhak. Non. non, c'est Robert Boublil. C'est Boublil. Robert Boublil. Vous m'entendez? Les micros sont le micro il est fermé. Non, il est ouvert chez moi. Vous m'entendez? On n'entend pas. Quelqu'un a posé une question, mais le rab n'a pas entendu. Vous ne nous entendez pas. Ah ouais. Vous m'écoutez? Vous m'entendez? Bon, l'Honora. Non, il n'y a pas moyen. Georges, j'ai l'impression que ton micro est fermé, là. Ça y est, j'ai rallumé. Je comprends rien à ce qui se passe ce soir. Hein. On t'entend, Georges. Oui, bon, alors. Et vous, vous l'entendez? Oui, moi, je vous entends. Bon, alors, je vous avais dit que c'est intéressant, mais vous nous avez promis, après les Juifs marocains, de nous raconter l'histoire des Juifs de Tunisie. Oui. J'y reviens toujours. J'y reviens toujours. Hein. Mais vous avez raison, parce que c'est l'histoire qui vous concerne le plus, mais je vous promets qu'il viendra, mais je ne peux pas tout faire en même temps. Alors, je comprends. Vous savez, j'ai aussi beaucoup de personnes qui me disent « Mais quand est-ce que tu vas reparler des Juifs de Pologne ?» Mais c'est une autre histoire. Alors, Effectivement. Et ils sont plus nombreux que nous. Toutes les histoires sont intéressantes parce que c'est l'histoire de notre peuple.
Ouais, Dans exactement. l'intérêt des otages. Ah, Exact. Voilà. Est-ce Mais que c'est tu m'entends? intéressant quand même ce que vous racontez. M'entends-tu? Oui, oui, merci beaucoup. Est-ce que tu m'entends? Oui, Sinon, j'entends. Ça y est. je m'en vais, hein. Les otages ont libéré. Allez, d'aujourd'hui. Ah ben, très bien. Mazel tov. Mazel tov. Brim Habayim. C'est une bonne nouvelle. Amen, amen. alors Alors, on va aux nouvelles alors. Nous. Eh oui, on va en l'histoire nouvelles, là. l'histoire de On va en l'or. nouvelles. On va en nouvelles. L'histoire de Les l'or. rectos. Bon, j'abandonne. Yofi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Ben, j'écoute. l'or. Il n'y avait pas d'or, et puis tout d'un coup, Oula, oula, on oula. parle de l'or. Non, c'est On celui-là, il faut le recommence. laisser moi. Voilà, sinon il y a de l'écho. Allô? L'or, que soi-disant, il y avait des mines d'or qu'on n'a jamais trouvées. On n'entend pas. Écoutez, les mines d'or, c'est une véritable. C'est le monstre du Loch Ness, les mines d'or de la Oui. Jamaïque. Et- Elles ont mais- provoqué énormément Convoitise. de guerres, de concurrence, etc. Il semblerait qu'il y ait beaucoup d'or en Jamaïque, mais dans les lits de rivières. Donc, il faut des battes, et puis, ce n'est pas des mines. C'est l'or qu'on trouve dans les rivières. Des mines d'or, je ne crois pas qu'on en ait jamais trouvé en Jamaïque. Mais c'était un mythe à cause de Christophe Colomb, ça remonte quand même loin, comme quoi il aurait eu beaucoup d'or, etc. Donc, il a trouvé une mine. Ça ne semble absolument pas être le cas. C'est une légende. Là. Oui, c'est une légende. C'est vraiment une légende, mais c'est quand même une légende qui a animé beaucoup de faits politiques. À cause de cette légende, le roi d'Angleterre a rompu l'accord avec l'Espagne sur la Jamaïque. Ça a animé beaucoup de convoitises contre les Juifs. Évidemment, évidemment. De toute façon, contre les Juifs, c'est tout. C'est toujours contre les Juifs. Un mythe, les là. Oui, quand c'est pas comme ça, c'est pas normal. On le voit aujourd'hui un peu partout dans le monde. Ce sont les Espagnols qui ont beaucoup manipulé l'histoire de l'or par rapport aux Juifs. Absolument. Absolument. Encore une fois, c'est à cause de... Et créé l'antisémitisme en Espagne et puis tout le reste. Ah ben ça, l'antisémitisme existait avant les chrétiens espagnols, et il a commencé au IIIe siècle avec le concile de Nicée, IVe siècle, pardon. Exactement, oui. Et les chrétiens ont une large part de responsabilité sur l'antijudaïsme mondial. Absolument. Et il ne faut pas l'oublier, même s'il y a eu l'encyclique de Jean 23, antisémitisme pas mort, il suffit de voir les réactions du pape la semaine dernière qui renvoie consciencieusement, dos à dos, les Palestiniens et les Juifs. Or, les morts ne sont pas de même nature des deux côtés. Un mort est un mort, nous sommes bien d'accord, mais la cause de la mort est très différente. Or, il a renvoyé tout le monde dos à dos. Ça prouve très bien son parti pris. Absolument. Et surtout les circonstances. Absolument. Et surtout les circonstances, bien entendu. Et les buts. D'un côté, on est venu pour tuer des Juifs. De l'autre côté, on a malheureusement des victimes collatérales. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Les proportions. Et tuer, c'est un euphémisme, c'en fait pire. Oui, absolument. Vous avez bien raison. La En proportion. tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Je décroche. Merci à vous d'avoir cette patience dans ces temps un petit peu perturbés. Oh là là. Voilà. Dans 2 Alors, à semaines, très le prochain bientôt. On Bon se voit dans courage. 15 jours. On se voit dans 15 jours. D'accord. Merci. Merci à vous. Daraba. Tov. Pax Sorot Tovot. Shalom Nicolas. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Daraba. Toda lachem. Donc, on termine là. Erev Tov. Erev Tov. Toda Rabba. Bonsoir. Hasard ce soir. Je sais pas ce que tu as fait au départ.